lors de ma fête d'anniversaire de 18 ans, organisée ici même dans le chalet que mes grands-parents m'ont laissé, j'ai discrètement finalisé le transfert de l'intégralité de leur patrimoine de plusieurs millions d'euros dans une structure de protection juridique inaliénable, juste par sécurité. La fête battait son plein, tout le monde levait son verre et riait comme si tout était parfait. Alors qu'il portait un toast à mon avenir, je me suis éclipsé un instant, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur « Confirmer » ou pour la signature numérique qui verrouillait tout, le chalet, les terres, les comptes bancaires. Je m'appelle Manon Lefebvre, et ce simple clic a fait de moi l'unique gestionnaire et propriétaire. Aucun retour en arrière possible. Je préparais cela depuis des semaines avec le notaire de confiance de mes grands-parents, attendant juste le jour de ma majorité pour rendre la chose officielle. Les doutes s'accumulaient depuis des mois, mais je n'avais rien dit. Le lendemain matin, alors que la brume des Alpes accrochait encore les vallées, j'ai entendu des pneus crisser sur les graviers. Un camion de déménagement s'est garé, suivi de mes parents et de mon jeune frère, tous sortant avec de grands sourires et une épaisse pile de papier à la main. « On a tout réglé », a annoncé mon père avec assurance. « La maison nous appartient maintenant. » Ils ont commencé à diriger les déménageurs comme s'ils étaient déjà chez eux, m'ordonnant de faire mes cartons avant la fin de la journée. C'est à ce moment-là qu'ils ont levé les yeux vers la grande terrasse et ont vu l'homme en costume debout à côté d'un gendarme, tenant un dossier officiel et attendant calmement. Si vous avez déjà eu affaire à une famille essayant de s'approprier ce qui vous appartient ou si vous avez dû protéger quelque chose d'important contre vos proches, racontez votre histoire en commentaire. Je les lis toutes. Et si ce genre de dynamique toxique vous parle, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Vous ne voudrez pas rater la suite. Quand j'avais 14 ans, tout a changé avec une lettre arrivée par la poste. Elle provenait d'un lycée prestigieux de Lyon, m'offrant une bourse complète basée sur mes notes et mes résultats aux examens, un de ces programmes d'excellence qui couvrent tous les frais pour les meilleurs élèves de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je me souviens m'être précipité chez moi ce jour-là, serrant l'enveloppe, le cœur battant d'excitation. C'était mon billet de sortie, la preuve que le travail acharné payait malgré tout. J'ai franchi la porte et je l'ai montré immédiatement à mes parents. Ma mère l'a regardé brièvement, a lâché un rapide « c'est bien, chérie », puis s'est retournée pour continuer son appel téléphonique. Mon père a hoché la tête, marmonnant quelque chose comme « bon travail », mais ses yeux étaient déjà rivés sur la télé où passaient les moments forts du dernier match de rugby de mon frère Lucas. En quelques minutes, la conversation a totalement changé de sujet. Lucas s'était battu à l'école cette semaine-là. Rien de grave, juste une altercation avec un autre gamin à la récréation qui avait fini au poing. Il avait écopé de quelques jours d'exclusion. Au lieu d'une punition, la maison ne tournait plus qu'autour de lui. Mes parents ont passé la semaine à rencontrer le proviseur, arguant que c'était de la légitime défense, engageant un tuteur privé pour qu'il rattrape son retard, et organisant même une petite réunion avec ses coéquipiers pour lui remonter le moral. Il parlait de l'injustice de l'exclusion, de la provocation de l'autre enfant, et du besoin de soutien de Lucas. Je suis resté assise pendant le dîner à écouter tout ça, ma lettre de bourse oubliée sur le comptoir. Personne n'a rien organisé pour moi, aucun dîner de famille pour célébrer. J'ai fini par encadrer la lettre d'admission moi-même et l'accrocher dans ma chambre, où elle est restée comme un rappel silencieux que mes réussites étaient attendues, et non célébrées. Ce moment m'a frappé de plein fouet. J'ai réalisé que mes succès n'étaient qu'un bruit de fond, tandis que les erreurs de Lucas devenaient l'événement principal exigeant l'attention de tous. Le deuxième coup dur est venu l'année suivante, quand Lucas avait 15 ans. Il faisait un tour dans le quartier avec son scooter, un de ces modèles coûteux que mes parents lui avaient acheté après une bonne saison sportive, et il a éraflé la voiture garée d'un voisin en voulant épater la galerie. Les dégâts n'étaient pas énormes, une aile rayée et une portière enfoncée, mais cela aurait pu coûter cher à réparer. Je m'attendais à des conséquences. Après tout, quand j'étais plus jeune et que j'avais accidentellement renversé un vieux vase de famille en faisant le ménage, un vase que ma mère chérissait depuis son enfance, j'avais été privé de sortie pendant des semaines avec une longue leçon sur la responsabilité. Mais avec Lucas, c'était différent. Mes parents sont immédiatement allés chez le voisin, se sont excusés profusément et ont fait un chèque sur le champ pour couvrir les réparations. Puis, sans hésitation, ils l'ont emmené au concessionnaire pour lui prendre un modèle encore plus performant, disant qu'il méritait quelque chose de fiable après cette frayeur. Ils ont présenté ça comme une leçon pour apprendre à réparer ses torts. Mais pour moi, cela ressemblait à une récompense pour son imprudence. Lucas est rentré tout sourire,
montrant son nouveau scooter tandis que mon père lui tapait dans le dos en disant « Il faut bien que jeunesse se passe. » Pas de punition, pas de privation, juste plus de soutien. Cet incident a tout cristallisé. Je n'étais pas seulement ignoré. On exigeait de moi la perfection et l'indépendance, tandis que les défauts de Lucas étaient excusés, amortis, et même transformés en opportunités. Cela m'a forcé dans un rôle que je n'avais jamais demandé, celle qui est responsable, qui gère ses propres déceptions, qui ne fait pas de vagues, qui répare les choses en silence parce que demander de l'aide ou de l'équité ne menait nulle part. Ce n'étaient pas des moments isolés. Ils ont façonné ma façon d'évoluer dans le monde par la suite. J'ai cessé de partager mes victoires, j'ai enfoui ma peine plus profondément et j'ai commencé à ne compter que sur moi-même. L'injustice ne m'a pas rendu amer envers Lucas, pas exactement. C'était juste un gamin qui profitait du système que nos parents avaient construit. Mais cela m'a fait remettre en question le sens de la famille quand le soutien ne va que dans un seul sens. Avec le recul, ces deux événements ont été le point de bascule. Ils m'ont appris très tôt qu'attendre de l'équité à la maison était futile et que si je voulais de la sécurité ou de la reconnaissance, je devrais les créer en dehors de ces murs. Le chalet dans les Alpes est devenu mon véritable refuge en grandissant. Ces week-ends loin de Lyon, environ 90 minutes sur des routes sinueuses à travers les contreforts montagneux, donnaient toujours l'impression de passer dans une autre vie. Le bruit de la ville s'estompait, remplacé par le vent dans les sapins et le crissement du gravier sous les pneus alors que nous remontions la longue allée. De nombreux après-midi tournés autour de projets avec mon grand-père, Papy Georges. Il repérait des problèmes sur la propriété nécessitant une attention, comme des sections du toit de la grande terrasse affaissée par des années de neige et de pluie. Nous rassemblions les outils de son atelier bien organisé, montions ensemble sur l'échelle et remplacions les planches pourries ou les bardeaux. Il bougeait plus lentement avec le temps, mais n'a jamais perdu sa précision, me montrant comment couper les angles proprement et sceller les joints contre la météo montagnarde. Travaillant côte à côte, la sueur se mêlant à la sueur, il partageait une sagesse pratique, pas de leçons, juste des observations sur le fait de bien faire les choses du premier coup pour éviter de plus gros problèmes plus tard. Son hochement de tête approbateur quand une réparation tenait bon me donnait un sentiment d'accomplissement plus profond que n'importe quel bulletin scolaire. La préparation du bois de chauffage remplissait d'autres journées. Grand-père utilisait la tronçonneuse pour débiter les arbres tombés en rondins. Ensuite, nous installions le billot dans la clairière derrière le chalet. Il me montrait le mouvement, le poids basculant vers l'avant, le merlin frappant le grain juste au bon endroit pour une cassure nette. Je prenais le relais, les muscles brûlants après quelques heures à empiler soigneusement les morceaux fendus sous le vent pour qu'ils sèchent. Les pauses signifiaient de l'eau fraîche de la pompe et des discussions calmes sur la forêt, comment certains arbres poussaient plus fort dans un sol pauvre ou des souvenirs de tempêtes qui avaient abattu des crêtes entières. Ces sessions ont construit une force en moi au-delà du physique, enseignant la résilience par la répétition et le soin. Les soirées apportaient un changement à l'intérieur avec ma grand-mère, Mamie Claire. Sa cuisine était le cœur de l'endroit, rempli de l'arôme des plats mijotants sur le poêle à bois. Elle sortait les ingrédients pour son fameux civet de gibier, viande issue des chasses que grand-père gérait encore quand sa santé le permettait, légumes racines du potager qu'elle entretenait depuis des décennies. Je coupais les oignons pendant qu'elle saisissait les morceaux dans la graisse, les larmes coulant à cause des vapeurs alors que nous en rions. Puis venait l'assemblage, carottes, pommes de terre, herbes liées dans une étamine pour un retrait facile. La marmite bouillonnait doucement, les saveurs s'approfondissant pendant des heures, remplissant le chalet d'une chaleur qui chassait tout frisson. Nous mangions à la table en chaîne marquée par le temps, des bols fumants, du pain frais cuit le matin même, sauçant le bouillon riche. Les histoires de grand-mère coulaient alors, sur sa rencontre avec grand-père pendant la guerre, la construction de cette maison planche par planche les week-ends loin des usines. Ces douces questions sur ma vie faisaient ressortir des choses que je retenais à la maison, me faisant sentir vraiment écouté. À mesure que leur santé déclinait, mon rôle grandissait. Les visites chez le médecin dans les villes voisines signifiaient des séjours plus longs, aidant aux tâches quotidiennes devenues plus difficiles, portant les courses sur le chemin escarpé, lisant le courrier à haute voix quand la vue baissait, veillant lors des séjours à l'hôpital. Ils exprimaient leur gratitude par de petits gestes, une main pressée, une part de tarte supplémentaire, jamais exigeants, mais appréciant clairement ma présence. Une conversation a tout changé. Grand-père était assis dans son vieux fauteuil près de la cheminée en pierre. Une nuit d'automne, les flammes basses et régulières. Grand-mère s'était retirée tôt, nous laissant dans un silence confortable jusqu'à ce qu'il prenne la parole. « J'ai vu comment ton père gère ses finances, a-t-il dit simplement, les yeux sur le feu,
et ton oncle Marc aussi, poursuivant des combines qui ne marchent jamais, s'endettant pour des choses qui perdent vite de la valeur. Il a fait une pause, laissant le crépitement combler le vide. Ta grand-mère et moi en avons discuté maintes fois. C'est pourquoi le chalet, la terre ici, tout ce que nous avons économisé, c'est pour toi. Nous savons que tu le géreras de manière responsable. Préserver ce qui compte au lieu de gaspiller. Puis est venue la phrase qui a résonné longtemps après, la famille, ce n'est pas toujours une question de qui mérite ce qu'on lui donne. Certains ne sont pas faits pour garder certaines choses. Ce n'était pas accusateur, juste une évaluation honnête d'un homme qui avait vécu frugalement et sagement. Ces mots se sont ancrés en moi, suscitant des questions sur les commentaires que j'avais entendus de mon père concernant la valeur immobilière ou des ventes potentielles. Le doute a pris racine tranquillement cette nuit-là, remodelant ma façon de voir les mentions familiales occasionnelles sur cet endroit. Leur déclin s'est accéléré par la suite. Grand-mère a glissé sur le verglas un hiver, des complications survenant rapidement malgré le traitement. Grand-père a suivi peu après, son cœur lâchant comme s'il refusait de continuer seul. Le service funèbre était intime, tenu dans une petite église surplombant les crêtes qu'il chérissait, les participants étant surtout de vieux voisins et des parents éloignés, partageant des souvenirs de repas communs ou d'aide lors des inondations. Quand le notaire a lu le testament formellement dans un bureau calme par la suite, confirmant le transfert complet à mon nom, la structure du chalet, les hectares boisés, des investissements modestes mais suraccumulés sur toute une vie, la réalité m'a frappé. Ce n'était pas un simple héritage. Cela représentait des choix délibérés, une confiance placée entre mes mains seules. Debout dehors plus tard, les montagnes enveloppées de brume, le fardeau semblait immense, honorer leur foi en protégeant ce qu'ils avaient construit contre toute menace, connue ou imprévue. La rumeur s'est vite répandue via les infos locales et les forums en ligne sur de nouveaux développements touristiques potentiels dans la région des Alpes. On parlait d'agrandir les hébergements, de meilleures routes d'accès et de plus d'attractions pour gérer les millions de visiteurs affluents en Haute-Savoie chaque année. Les valeurs immobilières dans les stations voisines comme Chamonix ou Megève grimpaient régulièrement, avec des rapports de terrain se vendant plus vite et plus cher qu'avant. Le bruit est arrivé jusqu'à notre famille aussi, changeant leur façon de parler du chalet. Les visites depuis Lyon, à environ 1 heure de route sur ces routes sinueuses, sont devenues plus fréquentes. Mes parents ont commencé à débarquer à l'improviste le week-end, prétendant vouloir vérifier si tout allait bien ou débarrasser des objets restants du grenier des grands-parents. L'oncle Marc arrivait le plus souvent. Il était en difficulté depuis que sa petite entreprise de construction avait fait faillite il y a quelques années, le laissant avec des prêts impayés et des dettes de cartes de crédit qui s'accumulaient. Il garait son camion dans la clairière, arpentait les limites de la propriété avec un mètre ruban, marmonnant sur la superficie et la vue. Un après-midi, il s'est assis sur les marches du porche avec un carnet, esquissant des idées grossières. Cet endroit a un sérieux potentiel, a-t-il dit, montrant la pente boisée, avec tous les nouveaux projets qu'il prévoit à côté. Un terrain comme celui-ci pourrait valoir une fortune s'il est vendu au bon moment. Il a suggéré de le mettre en vente bientôt, arguant que le marché ne resterait pas chaud éternellement. Pense à la famille, a-t-il ajouté. Partager les bénéfices donnerait un coup de pouce à tout le monde, couvrirait les dettes, créerait de l'épargne, aiderait peut-être Lucas pour ses études plus tard. Mon père a approuvé lors de son passage suivant, soulignant les coûts d'entretien, additionnant les réparations du toit, la taxe foncière sur les hectares supplémentaires. C'est une grosse responsabilité pour une seule personne, a-t-il noté, faisant écho à la phrase de Marc sur le partage du fardeau financier. Ma mère est intervenue autour d'un café dans la cuisine, mentionnant combien il serait agréable d'avoir des fonds pour rénover la maison à Lyon ou pour des vacances en famille qu'ils avaient reportées. Elle présentait cela comme pratique, pas avide, mais l'accent restait sur l'argent qui sortait si on gardait le bien contre l'argent qui rentrait si on liquidait. Lucas s'excitait, imaginant une nouvelle voiture ou de l'équipement pour son équipe de sport, demandant directement si vendre signifiait qu'il pourrait changer de véhicule plus tôt. Leurs commentaires s'empilaient visite après visite, revenant toujours au moment idéal pour vendre face à la demande croissante des touristes et des promoteurs. J'écoutais sans réagir, remarquant comment les conversations évitaient les souvenirs de l'endroit et sautaient directement aux estimations ou au contact d'agents immobiliers que Marc prétendait connaître. L'affection se transformait en calcul, l'inquiétude en opportunisme. La pression de Marc s'est intensifiée. Il m'envoyait des SMS en milieu de semaine sur des opportunités qui s'envolaient ou transférait des articles sur la croissance régionale. Une fois, il a apporté des impressions de vente comparables soulignant des chiffres bien au-dessus de ce que la terre valait quand mes grands-parents l'avaient acheté il y a des décennies.
Mes parents le soutenaient pleinement à ce stade, discutant ouvertement de la division des bénéfices devant moi, supposant mon accord. Lucas se joignait à eux, rêvant tout haut d'utiliser sa part pour des jantes personnalisées ou un apport sur quelque chose de voyant une fois qu'il aurait le permis. Le changement s'est cristallisé lors d'une sortie de groupe pour marcher le long des bornes de limite. Marc arpentait les sections, estimant les valeurs à l'hectare basées sur des comparaisons récentes. Mon père hochait la tête, calculant les totaux dans sa tête tandis que ma mère s'inquiétait à voix haute d'attendre trop longtemps et de rater les prix pics. Lucas traînait derrière, donnant des coups de pied dans les cailloux, dépensant déjà de l'argent hypothétique. Personne n'a demandé ce que je ressentais à l'idée de me séparer du seul endroit qui m'avait jamais semblé vraiment être le mien. Ce jour-là a effacé tout doute persistant. Leur intérêt n'était pas de préserver un héritage ou d'honorer des vœux. Il était purement centré sur le profit, sur la transformation des sentiments en relevés bancaires. Le soupçon s'est durci en certitude. Ils voyaient l'héritage comme une ressource commune, pas un don individuel. Ce changement a marqué une rupture nette dans ma pensée, passant de l'observation méfiante à la reconnaissance ferme d'une intention calculée. Conduire du chalet jusqu'à Lyon a semblé plus long que l'heure habituelle, chaque virage de l'autoroute me donnant plus de temps pour tout remettre en question. J'avais pris rendez-vous avec Maître Laurent des semaines plus tôt, juste après mon anniversaire. Mais maintenant que le jour était arrivé, mon estomac se nouait de nervosité. Son étude était située dans un immeuble calme du centre-ville, loin de l'agitation. Grand-père me l'avait recommandé il y a des années pour gérer leurs affaires, louant son approche directe des questions de succession. Maître Laurent m'a accueilli calmement, m'invitant à m'asseoir en face de son bureau empilé de dossiers soignés. Nous avons passé en revue les documents qu'il avait préparés à l'avance, la structure de protection du patrimoine, les mandats pour les comptes bancaires et les transferts d'actes pour le chalet et les terres environnantes. Tout n'attendait plus que ma signature finale maintenant que j'avais 18 ans. Il a expliqué les protections à nouveau, comment le fait de verrouiller les actifs de cette manière les retirait de toute indivision familiale potentielle, les protégeant contre les réclamations futures tout en honorant l'intention de mes grands-parents. La loi française le permettait pleinement à mon âge. Aucune tutelle nécessaire. Puis il s'est penché en avant, la voix posée mais directe, « Êtes-vous préparé aux retombées ? Cela pourrait signifier une confrontation, voire la perte de lien avec votre famille s'ils réagissent mal. » La question pesait lourd. Les souvenirs ont afflué malgré mes efforts pour rester concentré. J'ai pensé aux rares bons moments, comme ce Noël où Lucas était petit et où nous avions tous décoré le sapin à Lyon ensemble. Mes parents riant alors qu'il accrochait les boules trop haut. Ou le voyage à la plage un été, s'arrêtant pour des glaces, se sentant presque normaux comme une unité. Même des moments plus petits ont refait surface. Ma mère m'aidant avec un projet scolaire tard un soir. Mon père applaudissant à un spectacle que j'avais presque oublié. Lucas partageant ses écouteurs sur un long trajet, nous deux chantant faux sur de vieilles chansons. Ces flashs rendaient le choix douloureux. Protéger l'héritage signifiait tracer une ligne qu'il ne pardonnerait peut-être jamais. L'isolement menaçait s'il réagissait mal. Les fêtes pourraient devenir vides. Les appels téléphoniques cesseraient. Le lien déjà ténu se briserait entièrement. Maître Laurent a attendu patiemment pendant que je fixais les papiers. Ce n'est pas impulsif, a-t-il ajouté doucement. Vous y avez réfléchi, mais c'est permanent. J'ai redemandé des détails, comment fonctionnerait la gestion si j'avais besoin de fonds pour l'entretien, les implications fiscales, les options si les circonstances changeaient radicalement. Il a répondu à tout clairement, sans pression. Le doute a atteint son sommet cet après-midi-là. En remontant vers la montagne, le brouillard arrivant tôt, je me suis garé sur un belvédère et je suis resté assise moteur coupé. Le silence m'oppressait, reflétant la peur du silence à la maison si je passais à l'acte. Et s'il me surprenait ? Et si la pression n'était que de l'inquiétude, pas de l'avidité ? Perdre ce qui restait de famille ressemblait à un deuil prématuré. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là dans le chalet. Feu bas dans l'âtre, j'ai arpenté les pièces que mes grands-parents avaient remplies de vie, touchant des objets familiers. Un bâton de marche sculpté par grand-père, la courte pointe de grand-mère sur le canapé. Leur confiance en moi pesait contre l'attraction des liens du sang. À l'aube, la clarté a émergé, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une résolution tranquille. Les visites récentes, les calculs déguisés en soins, l'urgence de Marc, tout pointait dans une seule direction. Attendre risquait de voir tout ce qu'ils avaient construit disparaître par manipulation ou fausse revendication.
La décision s'est cristallisée, sauvegarder leur héritage, accepter la douleur d'une rupture potentielle. Grandir l'exigeait, même si c'était solitaire. De retour dans le bureau de Maître Laurent le lendemain matin, la main plus ferme que prévu, j'ai signé les dernières pages. Le soulagement m'a envahi immédiatement, la sécurité verrouillée, mêlée à une vive tristesse pour les ponts possiblement brûlés. Il m'a serré la main fermement. Cela a demandé du courage. Beaucoup hésitent indéfiniment. En quittant le centre-ville de Lyon, laissant place au contrefort, le mélange s'est installé, l'autonomisation par l'action, le chagrin pour les liens fracturés à venir. La maturité n'est pas arrivée doucement, mais nécessairement, forgée dans ce choix irréversible. L'invitation au dîner de famille n'a pas été une surprise. Ils ont suggéré de se réunir au chalet même, plus facile pour tout le monde, prétendait-il, puisque j'y étais déjà la plupart des week-ends. J'ai accepté sans hésitation, curieuse de voir jusqu'où les suppositions étaient allées. Les préparatifs m'ont occupé ce jour-là, remplissant le garde-manger de steaks et de produits frais du marché voisin, dressant la longue table en chêne que mes grands-parents avaient construite il y a des décennies. La cheminée en pierre crépitait tôt, chassant la fraîcheur du soir alors que les véhicules remontaient l'allée de gravier. Mon père est arrivé le premier avec ma mère portant une bouteille de vin et une tarte achetée en magasin. Lucas a suivi, écouteurs et sac de sport sur l'épaule comme s'il prévoyait de rester. Marc s'est montré en dernier, boîte à outils à la main, disant qu'il voulait jeter un œil à quelques trucs tant qu'il était là. La conversation a commencé légère autour de l'apéritif. La météo, les phases finales de rugby de Lucas, les nouvelles du quartier à Lyon. Les rires fusaient assez facilement, les plats passés autour de la table chargés de viande grillée, de légumes rôtis, de pain chaud sortant du four. J'ai attendu le dessert, le café fumant dans les tasses, avant d'orienter délibérément la discussion. Hypothétiquement, ai-je dit avec désinvolture, ma fourchette en suspens au-dessus de la tarte. Si ce chalet n'appartenait soudainement à aucun de nous, s'il allait à une association caritative ou autre, qu'en penseriez-vous ? Le silence est tombé instantanément. Lucas a bougé sur sa chaise, les sourcils froncés. Ne blague pas avec ça, a-t-il marmonné d'un ton sec. C'est pas drôle. Marc a récupéré le plus vite, se penchant en avant avec ce sourire exercé. Eh bien, si on parle d'hypothèse, le meilleur coup serait de vendre vite, verrouiller les valeurs actuelles avant une baisse du marché. Partage net. Pas de rancune. Mon père s'est raclé la gorge, jetant un coup d'œil à ma mère. C'est peu probable, mais ouais, pratique de liquider, investir les profits plus intelligemment. Ces mots venaient mesurer, évitant mes yeux. Ma mère s'affairait à remplir les tasses. On trouverait quelque chose d'équitable, a-t-elle ajouté vaguement, le malaise évident dans son sourire crispé. Cette dérobade a alimenté le changement. La discussion a tourné rapidement vers les améliorations. Les besoins, Marc dessinant sur une serviette. Comment agrandir le grenier pour faire des chambres supplémentaires, ajouter un jacuzzi sur la terrasse pour l'attrait locatif. Lucas a sauté dessus avec excitation. On pourrait en faire un Airbnb, des week-ends pour les touristes qui visitent le parc national. Je gérerais les réservations, on se ferait un max de blé pendant les hautes saisons. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Utilisation intelligente de l'espace. Modernisation de la cuisine. Meilleur Wi-Fi, les retours justifieraient vite les coûts. Ma mère suggérait des changements de déco. Couleurs plus vives. Agencement ouvert. Comme si les décisions étaient déjà collectives. Personne ne s'est arrêté pour demander mon avis. Les plans s'empilaient les uns sur les autres. Les voix se chevauchaient avec des détails. Tarif de nuitée estimé. Contact d'entrepreneurs. Marc connaissait les avantages fiscaux des locations saisonnières. Je me suis reculé, observant l'aisance avec laquelle il revendiquait la propriété dans la conversation. Les suppositions remplissaient l'air plus épaissement que la fumée de bois, bénéfices divisés également, planning coordonné autour de l'usage familial. L'enthousiasme de Marc a atteint son paroxysme, décrivant les projections de profit basées sur des annonces similaires à proximité. Lucas faisait défiler des propriétés comparables sur son téléphone, montrant des photos de chalets rénovés atteignant des prix premium. Mon père calculait à voix haute le revenu annuel potentiel après dépenses. Ma mère convenait que cela pourrait financer entièrement les études supérieures de Lucas ou des compléments de retraite. La soirée a tout révélé sans confrontation. Leur vision excluait mon rôle au-delà d'un accord passif,
traitant l'endroit comme un actif partagé mûr pour la transformation. La tension s'enroulait en moi, mais extérieurement je hochais la tête, remplissant les verres, débarrassant les assiettes. À l'intérieur, la confirmation s'installait. Leur sentiment de droit était profond. Les plans avançaient bien au-delà de la simple suggestion. Alors que la vaisselle s'empilait dans l'évier plus tard, Marc m'a tapé sur l'épaule. Bien pensé d'anticiper là-dessus, on fera en sorte que ça marche pour tout le monde. Les mots ont sonné creux, soulignant à quel point ils avaient réécrit la réalité dans leur esprit cette nuit-là. Cela a confirmé la nécessité de mes démarches juridiques plus que n'importe quel argument. Les limites n'étaient pas juste légales. Maintenant, elles semblaient essentielles pour la survie. La lumière de l'aube filtrait à travers les pins quand le grondement a commencé. Un gros camion de déménagement a monté lourdement le chemin de terre, suivi de 2 véhicules familiers soulevant la poussière derrière eux. Mes parents, Lucas et Marc, ont émergé presque à l'unisson, visage rayonnant d'anticipation alors que l'équipe embauchée sautait de la cabine. Lucas agitait une épaisse enveloppe triomphalement, marchant en tête comme s'il menait la charge. « On a réussi », a-t-il annoncé, sa voix portant à travers la clairière. Signé et déposé. Tout est officiel maintenant. Mon père a dirigé les travailleurs immédiatement, pointant vers les meubles visibles par les fenêtres. Commencez par les pièces lourdes, le canapé, la table à manger, attention aux marches du porche. Ma mère organisait des cartons qu'elle avait apportés, les étiquetant pour différentes pièces comme si elle réallouait déjà l'espace. Marc supervisait la rampe du camion, plaisantant avec l'équipe sur les virages serrés des routes de montagne. La confiance irradiait d'eux, instructions décontractées, rires faciles, plans discutés ouvertement pour l'ordre de chargement et les garde-meubles en ville. Lucas passait les documents, expliquant fièrement comment il avait géré la partie notariée lui-même. Depuis ses 16 ans, certaines choses semblaient plus simples dans son esprit, guidé par des formulaires en ligne et des conseils parentaux, il bougeait efficacement, emballant le vieux rocking chair de grand-père, empilant les courtes pointes de grand-mère dans des conteneurs. Le bavardage remplissait l'air, où stocker la déco saisonnière, potentiel vide-grenier pour les objets indésirables. Un calendrier rapide pour vider l'endroit. Je me tenais près de la porte, regardant la scène se dérouler sans interférence. L'équipe a sorti une étagère, Lucas dirigeant le trafic avec une autorité nouvelle. Puis le groupe s'est figé, en plein mouvement, les regards se levant vers le large porche au-dessus. Maître Laurent se tenait là, composé dans son costume, à côté d'un huissier de justice en uniforme accompagné d'un gendarme. Tous deux tenaient des dossiers officiels, expression neutre mais sans équivoque. Maître Laurent a descendu les marches lentement. Je dois parler avec toutes les personnes présentes concernant cette propriété. Mon père s'est redressé, son sourire s'effaçant. Qui êtes-vous? Maître Laurent, avocat gérant la succession et le patrimoine de Manon Lefebvre. Voici Maître Durand, huissier de justice, répondant à un signalement de tentative de transfert illégal. Lucas a serré l'enveloppe plus fort. On a les papiers. Tout est légal. Maître Laurent a accepté les documents, tournant calmement les pages avec une efficacité rodée. Ces dépôts sont invalides pour de multiples raisons. Le problème principal, signature falsifiée et tampon de notaire non autorisé. Les registres ne montrent aucune certification correspondante pour le service utilisé. Le visage de Marc a pâli. Il doit y avoir une confusion. On a suivi les instructions attentivement. L'huissier a parlé d'une voix égale. Tenter de transférer un titre sans le consentement du propriétaire, surtout avec des instruments frauduleux, constitue une fraude au titre et un usage de faux selon le code pénal. Ceci sert de mise en demeure formelle de cesser immédiatement. La main de ma mère a volé à sa bouche. On pensait juste corriger les choses pour la famille. La posture de mon père s'est dégonflée, sa voix perdant son tranchant. Discutons raisonnablement. Pas besoin d'officiel. Maître Laurent a continué, imperturbable. La propriété, le chalet, les hectares et les comptes associés résidant dans une structure de propriété exclusive exécutée légalement il y a des semaines. Manon est l'unique propriétaire. Toute action supplémentaire risque d'entraîner des poursuites pénales. L'attention s'est tournée vers Lucas, l'enveloppe tremblant maintenant dans sa main. Il avait signé bien en évidence comme copropriétaire bénéficiaire, croyant que les conseils de ses parents rendaient la chose contraignante. Sa bravade s'est fissurée, d'abord les yeux s'écarquillant, la couleur se drainant alors que la réalisation frappait. J'ai seulement fait ce qu'ils m'ont dit.
Je pensais que c'était bon. Marc a détourné le regard, marmonnant à propos de malentendus. Ma mère a tendu la main vers Lucas instinctivement, mais le choc l'a figé. Mon père se frottait la tempe, les mots lui manquant. L'équipe de déménagement s'est déplacée maladroitement, l'un d'eux murmurant à propos de l'arrêt du travail. L'huissier s'est adressé à eux directement. Pas de chargement aujourd'hui. Cela s'arrête maintenant. Le silence a recouvert la clairière, brisée seulement par le vent dans les arbres. Lucas s'est effondré sur un carton, la tête dans les mains, sa jeunesse exposée dans l'effondrement. Marc faisait les 100 pas, ses calculs s'effilochant visiblement. Les parents échangeaient des regards défaits. La certitude s'était évaporée. Maître Laurent a remis des copies des résumés de propriété et des avis de cessation. Toute tentative ultérieure entraînera une escalade. Je recommande de consulter un avocat indépendant. Le gendarme a ajouté, nous allons documenter cet incident. Des visites répétées de cette nature pourraient conduire à des accusations de violation de domicile. Ils ont battu en retraite sans protester, l'équipe remontant dans le camion, les véhicules familiaux faisant marche arrière dans l'allée. La poussière est retombée lentement, laissant le porche vide, à l'exception de Maître Laurent et de l'huissier confirmant les détails. Le retournement de situation a frappé le plus durement Lucas. Son rôle dans la signature l'exposait le plus directement, transformant sa confiance d'adolescent en vulnérabilité brute. Les autres portaient des défaites plus silencieuses. Les combines de Marc anéanties, les justifications des parents vidées ce matin-là. Dépouillés de tout prétexte, révélant les conséquences en temps réel, des murs juridiques tenant bon contre l'abus. Maître Laurent a déposé une plainte peu après l'incident, alléguant une tentative de fraude au titre et une ingérence intentionnelle dans les droits de succession. L'affaire a avancé régulièrement devant le tribunal de Lyon, les demandes de preuves découvrant les emails de Marc coordonnant le plan, et même les recherches en ligne de Lucas pour des formulaires de transfert de propriété rapide. Les preuves s'accumulaient clairement, laissant peu de place à la défense. Ma famille a engagé des avocats séparés, les coûts s'additionnant rapidement avec les dépositions et les dossiers. La situation de Marc a empiré le plus vite, les créanciers existants encerclant quand la nouvelle du procès s'est répandue, le poussant vers la faillite personnelle qui laissait quand même des jugements en suspens. Le procès n'a duré que quelques jours. Le juge a statué de manière décisive en ma faveur, accordant des dommages et intérêts compensatoires pour les frais juridiques et des montants punitifs pour dissuader une conduite similaire. Le fardeau total sur eux a dépassé les 6 chiffres une fois tous les frais réglés, mettant à rude épreuve des finances déjà tendues. Aucun appel n'a suivi. Les ressources étaient à sec. Les paiements sont arrivés par saisie sur salaire et hypothèques étalées sur des mois, mais inévitables. Le contact a cessé entièrement par la suite. Numéro de téléphone bloqué, les miens. Comptes de réseaux sociaux privatisés ou désabonnés. Les cartes de vœux ont arrêté. Les conversations de groupe dissoutes sans explication. Pas un message n'est arrivé, aucun regret exprimé, aucune responsabilité offerte. Le silence a remplacé la tension, absolue et finale. La vie au chalet a pris un rythme que je contrôlais entièrement. Les matins signifiaient souvent s'occuper du potager que grand-mère chérissait, retournant une terre riche d'années de compost, plantant des graines anciennes qu'elle avait sauvées dans des bocaux étiquetés. Des rangées de tomates, de haricots, d'herbes émergeaient sous mes soins, récoltées fraîches pour des repas simples. Les après-midi apportaient des projets d'entretien. Je me suis attaqué à la section du toit du porche que grand-père avait autrefois réparé temporairement, trouvant des bardeaux assortis chez un fournisseur de la vallée. L'échelle stable contre les poutres, j'ai retiré les pièces usées, sentant le soleil sur mon dos, tout en clouant les nouvelles solidement. Chaque coup résonnait de satisfaction, préservant la structure de mes propres mains, prolongeant l'héritage concrètement. La soirée s'installait près de la cheminée, seule. Les flammes dansaient sur les bûches que j'avais fendues moi-même, la chaleur se propageant dans les pièces remplies de craquements familiers et de calme. Les livres de leurs étagères sont devenus des compagnons. Thé fumant sur la table d'appoint, nuit s'étirant paisible sans interruption. La solitude a révélé une profondeur. Je n'avais pas connu d'espace pour traiter des années de déséquilibre, pleurer les connexions perdues tout en embrassant une indépendance choisie. La liberté avait un goût réel, décision mienne, rythme non pressé, environnement reflétant le soin investi volontairement. Marc a déménagé finalement, les rumeurs le plaçant plus au sud, courant après des chantiers. Mes parents ont réduit leur train de vie, dépensant visiblement moins, Lucas finissant le lycée plus calme qu'avant.
La distance est devenue littérale et émotionnelle, les chemins divergent sans chevauchement. Debout sur le large porche, un matin vif, café à la main, j'ai regardé la brume se lever de la vallée en contrebas. Les sapins se balançaient doucement, les oiseaux appelant à travers les crêtes, la lumière perçant dorée sur la terre sécurisée. La vue contenait tout ce qui avait été gagné par un choix difficile, une paix fermement enracinée, une appartenance incontestée. Ce que j'ai appris va plus loin que n'importe quelle victoire au tribunal. Protéger ce qui compte signifie parfois relâcher ceux qui ne le valorisent pas de la même manière. La vraie famille se montre dans les actes au fil du temps, pas seulement par le sang. Fixer des limites n'est pas un rejet. C'est un respect de soi qui ouvre de l'espace pour des connexions authentiques ailleurs.